Bonjour Yann Kefelec. Bonjour. Écrivain et marin. Parce que c'est comme ça qu'on vous présente. J'ai regardé sur Internet, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'on dit de Yann Kefelec, à part qu'il a évidemment le prix Goncourt en 1985 pour Noces barbares, mais on vous présente comme un marin, écrivain marin. Dès que vous avez un prénom breton et un nom breton, d'ailleurs, on commence par se dire, il a forcément une petite relation avec l'Atlantique. En l'occurrence, c'est vrai que j'ai énormément fait de voile, mais enfin, je suis content de voir que je suis à la fois marin et écrivain. J'ai voulu faire le tour du monde à la voile et devenir marin-écrivain aussi, ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai que vous avez eu la vocation de devenir romancier quand une grande personnalité des lettres est venue vous taper sur l'épaule alors que vous amarriez votre bateau en vous disant vous avez une tête d'écrivain. Une gueule d'écrivain. Françoise Verny à Belle-Île-en-Mer, un soir de tempête en 1978. Franchement, je pense que j'avais une gueule de tout, sauf une gueule d'écrivain. En tout cas, les écrivains n'ont pas une gueule particulière. Non, mais pourquoi alors Françoise Verny, vous avez une gueule d'écrivain, Yann? C'est Françoise Verny qui devrait être sur le plateau et qui devrait vous répondre en ce moment. Elle n'est plus là. Mais elle n'est plus là. Donc je me fais le porte-parole de Françoise. Je pense qu'elle aurait pu dire ça à n'importe qui. Françoise, passé 19h, était quand même légèrement en état d'ébriété. Je pense qu'elle l'était ce soir-là. D'ailleurs, elle me l'a prouvé puisqu'elle nous a invités au Castel Clara, mon coéquipier et moi, à faire la fête toute la nuit. Oui, mais ça prouve qu'en étant, on va dire, bourrée pour être clair, elle était quand même lucide, parce qu'elle ne s'était pas trompée. Oui, vous êtes un grand écrivain, Yann. Formidable personne. Françoise Verny, je la salue là où elle est. Extraordinaire. Qui manque dans le monde des lettres et dans le monde des écrivains. Ah, elle ne s'est pas trompée. Prix Goncourt, je le rappelle, quand même. Tout à fait, 2 ans après, pour les Noces barbares. Donc, comme quoi, on peut découvrir de grands écrivains avec un petit verre de trop, avec modération. À cette époque-là, c'était tout à fait normal pour les écrivains et pour les marins d'avoir un petit verre de trop, dans le sens, ça ne choquait personne, ni les milieux politiques, ni les milieux littéraires, ni aucun milieu d'ailleurs. Oui, mais alors, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est votre famille. Alors, c'est vrai que vous avez commencé à écrire pour impressionner votre maman. Tout à fait, encore aujourd'hui d'ailleurs. Ma mère n'est plus là, mais chaque fois que je prends la plume et que je m'aventure sur une page blanche, j'ai une pensée pour ma mère et je me demande si elle trouverait ça bien, si je vais bien dans le sens qui lui aurait plu. Franchement, elle est toujours omniprésente au-dessus de moi et je pense que Françoise Verny, d'une certaine manière, si elle ne réincarnait pas ma mère, parce qu'il fallait voir à quoi ressemblait la somptueuse Françoise Verny, tout de même assurait cette présence maternelle autour de mon travail d'écrivain. Oui, et votre père. Alors là, on va en parler parce que c'est l'objet de ce livre. Statut du commandeur. Quand même, votre père, Grand Prix de l'Académie française, vous aviez de qui tenir. Oui, bien sûr. Mon père, c'est l'homme que j'ai le plus admiré, à la fois en tant qu'homme, parce que c'était un grand humain. Henri Kefelec, un grand humain. Vraiment, c'est un homme qui avait des valeurs, qui avait une simplicité, qui avait une drôlerie, qui avait un sens de la relativité des choses qui m'impressionne encore aujourd'hui. Et également, grand écrivain qui n'est plus suffisamment lu maintenant. Mais lorsque vous plongez dans un livre de mon père, vous vous demandez pourquoi vous ne l'avez pas lu avant et surtout pourquoi il ne l'est plus lu. Alors là voici un grand livre de votre père, mais en même temps, on croit qu'on va lire aussi un livre de Yann Kefelec. En fait, c'est un livre des deux. Et ça, c'est émouvant, au fond, de lire Yann et Henri Kefelec en titre de cet ouvrage qui s'appelle Suite armoricaine, publié au Cherche-Midi. C'est dingue. Moi, je m'y attendais absolument pas, si vous voulez. Moi, je peux pas dire que je me sois très bien entendu avec mon père de mon vivant. Je l'admirais, je l'aimais. Vous aimez pas, vous l'avez même dit, vous aimez pas du tout. Non, on peut pas dire il me disait que je m'étais trompé de famille. Je me suis tellement trompé de famille que je me retrouve dans le même livre que lui aujourd'hui, ce qui est tout de même magnifique et la preuve d'une réelle filiation entre lui et moi, mais il faut dire que c'est pas le même livre. Il y a 2 livres. Il y a les mémoires d'enfance de mon père et il y a les miroirs d'enfance du fils, c'est-à-dire moi-même. 2 visions de la Bretagne assez différentes et complémentaires, celle de mon père qui remonte au début du XXe siècle et la mienne qui la complète. Non mais quand je dis c'est le même livre, voulez-vous co-signer ce livre parce qu'il y a les 2 ouvrages à l'intérieur, mais qui se répondent d'une certaine façon. C'est une forme de dialogue avec votre père peut-être. Bien sûr, je pense que notre terrain d'entente, notre meilleur terrain d'entente, c'était la Bretagne, c'était cette ligne d'horizon armoricaine accidentée par les éoliennes. Aujourd'hui, si mon père voyait ça, je peux vous dire qu'il serait désespéré. Je ne sais pas s'il douterait de l'existence de Dieu, mais quand même, ça lui ferait très très mal. On va reparler des éoliennes. Tiens, écoutez, ça c'est la voix de Gilles Servat. Moi j'adore. C'est la Blanche Hermine. C'est ça la Bretagne. Écoutez cette voix.
chanter. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. C'est ça, en fait, les Bretons, ce sont des rebelles. Et des rebelles au grand cœur. Ce sont des rebelles avec panache. Moi, j'aime énormément ce terme à propos des Bretons, le panache. C'est-à-dire qu'ils ne se plaignent jamais. Dès qu'ils sont dans la souffrance, ils retournent au travail, ils retournent à la vie, ils retournent à l'espoir. Et jamais ils ne baissent les bras ni ne cessent de chanter ou de danser. C'est un peuple qui chante et qui danse, qui a son identité dans le sang. Et c'est aussi vers cette identité que se tournent aujourd'hui des Français un peu paumés lorsqu'ils se jettent sur une Bretagne dont ils n'ont pas arrêté de dire du mal parce qu'il y pleuvait il y a quelques temps. Oui, puis parce qu'ils se moquent des Bretons aussi. Encore aujourd'hui, les plots. Ça vous énerve quand même. Ouais, ce qui m'énerve, oui, ça m'énerve, oui et non, parce que les Bretons sont tellement sympathiques, ils ont le cœur si large et les bras tellement ouverts que finalement, on veut bien les accueillir à condition, bien entendu, qu'ils ne touchent pas à un cheveu de la Bretagne. Quand je parle d'un cheveu, c'est cheveu humain. Et la nature aussi. Oui, alors la nature, vous parliez des éoliennes. Vous en parlez dans mais bien le livre, sûr, ça ne sert à rien. Malheureusement, ça ne sert à rien. On en met en mer, on en met partout maintenant. On en met partout, c'est absolument monstrueux. Personne ne se demande à qui appartiennent les paysages. De quel droit, comme ça, on défigure les paysages, les lignes d'horizon? C'est quand même insensé. Jamais on a été consulté par un référendum, ni quoi que ce soit, pour savoir ce qu'il fallait penser des éoliennes, si véritablement c'était efficace sur le plan énergétique. On sait que sur le plan du coup d'œil, c'est consternant. On a le droit de venir en Bretagne, par exemple, puisqu'on en parle, d'être en contemplation devant la mer, devant l'infini, et d'aimer ce vide que représente la nature à ce moment-là. Oui. La nature n'est plus vide, on a ces moulins à vent devant nos yeux. Il est impossible comme ça de se retrouver en état de solitude et de recueillement devant une mer peuplée d'éoliennes. Oui, avec le vent. Mais alors le vent, votre vent à vous, Yann Kefelec, c'est le beau, c'est la splendeur du vent. C'est-à-dire que le titre d'un chapitre dans le livre. Vous nous parlez de ça. Oui. Oui, mais alors malheureusement, pas malheureusement d'ailleurs, le vent ne soufflant de moins en moins, on se demande un peu à quoi servent les éoliennes. Oui. On comprend pourquoi on met des centrales à gaz dont on ne parle jamais, jumelées avec ces éoliennes, pour que les Français reçoivent de l'électricité à l'époque, au moment où l'éolienne est incapable de leur en fournir. Donc c'est extrêmement mystérieux et perturbant, oui, cette installation d'éoliennes partout. Donc un jour, il faudra peut-être, plutôt que de couper des arbres, Oui, mais pendant ce temps-là, les écologies sous-marines auront été détruites. Vous avez vu comme on prend fait et cause, comme ça, pour le moindre brin d'herbe au bout du monde. En revanche, on peut mettre des éoliennes le long des côtes françaises. Ça ne dérange personne. On a les soulèvements de la terre aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien voir quelques soulèvements de la mer. Des soulèvements de la mer pacifiques, bien entendu, qui soient guidés par une bonne raison véritablement écologique vers ce scandale que représentent les éoliennes, qui sont bel et bien destructrices de l'hydrosphère. Oui, alors il y a un autre truc qui vous énerve aussi, c'est comment finalement votre langue, votre culture a été quelque part bafouée, ignorée, alors que vous dites la France se bat pour aller défendre des choses à l'autre bout du monde, mais elle néglige ce qui est à côté, là. En totale contradiction avec elle-même et avec les valeurs de la culture française et de l'esprit français. C'est jamais les Bretons n'auraient fait quoi que ce soit contre la République française. Bien entendu, ils ont le sens de leur autonomie, pas de leur indépendance, de leur autonomie et de leur patrimoine. Ils voulaient sauvegarder leur langue, on leur a interdit d'en parler, on leur a fait un mal considérable, on a fait un mal fou dans les familles. Il y avait les vieux qui parlaient breton, qui ne savaient pas parler français, et les jeunes qui n'avaient pas le droit de parler breton. Donc ça a créé des scissions. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez mal vécu par les anciens bretons. C'est en plus c'est la fin d'un patrimoine qui n'a pas eu l'occasion comme ça de se succéder à lui-même dans la voie des nouvelles générations. Heureusement qu'Hirsard de la Ville-Marquet est venu, qui a permis comme ça de conserver des magnifiques histoires qui se transmettaient par le bouche à oreille. Malgré tout, un patrimoine s'est perdu. Oui, et alors justement, ce qui est raconté dans ce livre, à travers les mots de votre papa, ses suites armoricaines, et puis les vôtres, au fond, c'est toute une enfance, c'est une époque aussi. Ce sont des villages qui renaissent, ce sont des traditions, c'est des relations familiales, amicales. C'est une vie, au fond, dont on se dit, au fond, aujourd'hui, est-ce qu'il en reste encore quelque chose? Oui. Est-ce que la mondialisation va détruire tout ça, au fond? Alors, on se demande ce que la mondialisation ne va pas détruire, mais on va rester quand même optimiste, et on est optimiste. Et le breton, d'ailleurs, est optimiste par définition. Et encore aujourd'hui, quand vous voyez l'interceltique de l'Orient, c'est-à-dire ces Bretagnes du bout du monde qui viennent pour faire la fête, pour donner la fête à tout le monde, à qui veut,
entrer dans la danse. Hein. C'est absolument magnifique et qui montre à quel point d'ailleurs ce folklore n'est pas une simple tradition comme ça du passé, mais la manifestation d'une culture qui se veut vivante et d'une identité à l'œuvre. Ça, c'est extraordinaire. Quand vous voyez les étonnants voyageurs de Bordeaux, de Saint-Malo, vive Bordeaux quand même, de Saint-Malo ou le Salon du Livre de Vannes aujourd'hui, manifestation culturelle absolument énorme qui attire comme ça non seulement les Bretons, mais les gens viennent de partout pour faire la fête avec les Bretons, pour lire des livres et pour se souvenir qu'on ne peut rien sans livre, sans littérature. Au fond, quand on voit ce livre, publié au Cherche-Midi, Suite armoricaine, écrit par Yann et Henri Kefelec, et on se dit, mais finalement, ce qui vous réunit, c'est ça, c'est cette terre bretonne. Vous, le fils et le père, et qui, au fond, se dit, oui, non, jamais on ne pourra faire taire cette culture, jamais on ne la fera disparaître. Non, d'ailleurs, elle le prouve bien parce qu'elle est extraordinairement vivace aujourd'hui. Vous avez de plus en plus de mouvements musicaux, de chanteurs, d'artistes et d'hommes d'affaires. C'est absolument incroyable de voir à quel point, d'ailleurs, les hommes d'affaires bretons sont actifs et font pour cette République française. Oui, mais vous diriez, Yann Kefelec, au fond, c'est quoi la littérature pour vous? Au fond, c'est aller chercher dans ces racines-là, de tous vos livres. Vous retrouverez comme ça des personnages, une vérité humaine. La littérature, c'est de raconter une belle histoire à l'oreille de son semblable qui lui donne envie à la fois de se souvenir des choses et de repartir vers le futur sans cesse, avec joie. On entend là la voix, on va entendre la voix d'un barde breton, évidemment, c'est complètement... C'est évidemment Alan Stivell. Oui. Extraordinaire. Ça vous rappelle des souvenirs, ça? Franchement, les années 70, quand la France a commencé à entendre Alan Stivell, elle a compris, la France, qu'elle n'avait pas encore tout compris à la Bretagne. Et elle a commencé à retourner vers la Bretagne et à se rendre compte que les fest-noz, les fêtes de la nuit, ça existait, qu'on n'avait qu'une envie, c'est de faire la fête que l'on ne fait plus suffisamment aujourd'hui. Merci Yann Kefelec. C'est très émouvant de retrouver vos signatures, encore je le dis, de Yann et Henri Kefelec pour cette suite armoricaine publiée au Cherche-Midi et retrouver les parfums, l'enfance, les odeurs de la Bretagne qui nous touchent beaucoup. On se quitte avec évidemment Alan Stivell. Merci. Merci beaucoup. Yann Kefelec. Merci bien.